recevoir la prochaine table ronde. Prochaine table ronde qui va nous projeter, alors non plus dans une logique historique, mais plutôt dans une logique actuelle. Nous avons décidé de faire témoigner les directeurs de GIP qui fabriquent, qui font le numérique universitaire. Donc nous accueillons Catherine Monger de France Université Numérique, Maurice Dintran de Renater et Benjamin Marteau de PIX, et de nouveau Stéphane Athanas de l'Agence de l'utilisation des universités et des établissements. Merci de vous être rendu disponible, car on sait que l'activité des GIP en ce moment sont très très actives. Qu'est-ce qui nous intéressait en fait on a entendu tout à l'heure l'idée de cette mission qui était faite par les GIP et qui pouvait faire naître des communs tout d'un coup avec l'éclairage d'Inocube et de la NCT. Où nos communs, on les a là. En fait, on a organisé les acteurs du numérique universitaire, du fait qu'il n'y ait pas une direction jacobienne qui fabrique le numérique. Ici, on en a 4 qui sont des GIP. On en a une trentaine qui interviennent dans ce qui est la chose numérique qui intervient dans les universités. On a fait une liste, on mettra les labos de recherche, on mettra donc on a fait ça sur le site de l'AMU, c'est un travail qu'on entretient. Donc c'est un écosystème qui est extrêmement complexe à comprendre, mais parce que en fait finalement, vous avez peut-être donné l'explication, on s'est naturellement organisé en commun et il y a eu des périmètres qui se sont répartis. En quoi cette table ronde va être une question très pragmatique. On pourrait s'adresser à ceux qui veulent monter un GIP et qui se posent des questions. Ici, nous avons différents états dans le cycle de vie d'un GIP. Donc on peut s'adresser à ceux qui s'intéressent au lancement, peut-être d'autres vont s'intéresser au développement, la croissance, la maturité. On n'espère pas le déclin. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui cherchent à fermer des GIP ici, qui viennent chercher des informations. Mais c'est en fait l'idée du cycle de vie, et c'est intéressant, c'est qu'en préparant cette table ronde, cette notion de cycle de vie est apparue parce que chaque GIP n'est pas dans le même cycle. Et d'ailleurs, y a-t-il pas plusieurs cycles, puisque pour durer 30 ans, y a-t-il pas plusieurs cycles. Donc, un premier tour de table, je vais donner la parole aux 4 directeurs et directrices présentes. Deuxième tour de table, on parlera de la forme d'organisation plus simple à monter, et puis on parlera en fait des cycles de vie de GIP d'un point de vue macro, peut-être là, un petit peu comment eux ils le vivent en tant que directeur de GIP. Et si on a un peu de temps, la gestion des compétences en interne pour faire évoluer la mission, évoluer le GIP, faire durer ce qui nous intéressait dans le début, ce côté évolutif, et qui nous accompagne durant toute cet après-midi. Catherine, à toi l'honneur. Présentation, 2 minutes rapides, comme on ne vous connaisse pas. Le fait d'être une femme, mesdames, me donne l'honneur que l'alphabétique ne me donnait pas. Donc moi, je suis Catherine Mongenet, je dirige France Université Numérique. France Université Numérique, c'est un projet qui est né en 2013 au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et dans le cadre de la stratégie numérique que la ministre de l'époque, Geneviève Fioraso, mettait en place. Dans cette stratégie numérique qui était structurée en une vingtaine d'actions, il y a eu une poussée à la fois politique du cabinet et puis de la base pour dire il y a un sujet autour des MOOC, Massive Open Online Course, donc ces nouveaux cours qui étaient apparus 1 an et demi avant aux États-Unis, avec la volonté de dire faisons une plateforme d'expression française pour que les universités et les grandes écoles puissent mettre en valeur leurs cours et montrer leur savoir-faire, leur talent et leurs compétences. Donc ce projet naît comme une start-up d'État avant l'heure, incubé dans les combles du bâtiment Boncourt, pour ceux qui le connaissent, froid l'hiver, très chaud l'été. Et ça démarre parce que il y a à la fois cette volonté politique, comme je le disais, il y a une volonté de la base, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Et le troisième élément qui fait qu'à cet instant-là du temps, les planètes se sont bien alignées, c'est que vous connaissez les grandes plateformes américaines de plateformes de MOOC, vous connaissez peut-être EDX.org, qui est la plateforme qui a été créée en 2011-2012 par MIT Harvard. Et MIT Harvard avait dit, quand le code qu'on a développé from scratch pour cette plateforme sera suffisamment mature, on le mettra en open source. Et ce code a été mis en open source le 1er juin 2013.
en pleine effervescence sur la mise en place de la stratégie numérique, alors que toutes les semaines, il y avait des colloques sur les MOOC. Et donc, les acteurs ont dit, ceux qui, il y a 15 jours avant, disaient « Ouh là là, ne nous pressons pas, faisons peut-être un portail pour raconter où sont les MOOC, et puis on verra ». En 15 jours, tout le monde s'est mis d'accord pour dire il faut prendre cette techno, il faut y aller. Donc le projet FUN, il est né comme ça. En 2015, il est devenu un GIP. Et aujourd'hui, on est encore ce GIP. Si en 2015, on a été créé essentiellement autour de la logique d'accompagner la mise en place de cours en ligne des établissements, lors du renouvellement en 2020, les actions du GIP ont été étendues à la fois pour accompagner la transformation des formations qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui est encore plus à l'œuvre depuis que le Covid est passé par là, donc autour des enjeux d'hybridation des formations, autour de l'enjeu de développement de la formation professionnelle, parce que la réforme de la formation professionnelle a complètement changé la donne, sans perdre de vue ce qui fait le cœur du métier du GIP depuis son commencement, c'est-à-dire développer en open source, respect du RGPD, sensibilité accrue aux enjeux d'accessibilité numérique et engagement sur l'open data. Boris. Oui, bonjour à tous. Donc Boris Dintran, le directeur du GIP, donc Renater, qui est l'un des plus anciens, je pense, à la table avec la MU, puisque nous allons faire nos 30 ans l'an prochain. Je viens de prendre mes fonctions à la tête du GIP en début octobre de cette année. Donc Renater, c'est l'opérateur national donc, du réseau d'enseignement supérieur recherche et de l'éducation aussi, qui opère au quotidien les flux réseau sur un backbone national qui en gros qui maille de manière à peu près homogène la France, que ce soit la métropole ou l'outre-mer d'ailleurs, et qui aussi assure dans certaines régions la déclinaison régionale de ce backbone, c'est-à-dire la connexion jusqu'en bout de ligne avec les établissements universitaires et les labos qui sont sur les campus dans les métropoles. Donc Renater est un vieux GIP qui a subi beaucoup d'évolutions depuis sa mission fondamentale qui est autour du réseau. Maintenant, c'est un opérateur, disons, multiservice qui fait du réseau son cœur de métier, c'est là quand même l'ADN initial, mais qui aujourd'hui fournit aussi des services sur le réseau qu'il opère. Vous connaissez certainement la fédération d'identité, c'est quelque chose de très important pour Renater, pour les établissements. La fédération d'identité qui permet une authentification sécurisée des établissements à différents services, soit des services de Renater, soit des services qu'opèrent les établissements eux-mêmes. Et l'aspect cybersécurité est très important aujourd'hui. Il ne se passe pas quasiment une semaine sans qu'on ait 2-3 établissements de l'ESR qui sont attaqués. Et Renater a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là, puisque nous avons le CERT. Le CERT de Renater, c'est l'équipe qui diffuse les alertes sécurité au sein de l'ESR pour avertir les établissements, voire les accompagner quand ils sont victimes d'une cyberattaque. Donc voilà, ces services autour de la Fédé, c'est très important. On a des services autour du mail aussi. Nous avons aujourd'hui nous opérons un service de quasiment 800 000 boîtes mail pour à peu près 80 établissements de l'ESR. Ça s'appelle Partage. Certains d'entre vous ont peut-être des adresses mail Partage. C'est un service important pour la communauté de l'ESR et qui est en pleine évolution. Voilà. Donc on reviendra certainement sur l'historique et puis l'historique de Renater et comment le GIP a évolué au long de ces 30 années. Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Alors Pix, on est les derniers arrivés du tour de table et je le dis d'emblée, on doit beaucoup aux grands frères et grandes sœurs qui sont présents ici parce que Pix, on a commencé à travailler le projet en 2016. C'est une idée qui a émergé dans le cadre des travaux du Conseil national éducation et économie dans lequel Gilles Roussel était membre et qui constatait qu'on avait un besoin de poser un certain nombre de repères concernant les compétences numériques et qu'on avait besoin
d'aller plus loin dans le développement des compétences numériques transverses, celles qu'on mobilise dans la vie de tous les jours, dans un parcours étudiant, dans un cursus scolaire, dans le monde professionnel, ou même quand on est à la retraite, etc. Et on a fait ce constat-là en lien avec des acteurs de l'enseignement supérieur, des acteurs du monde de l'éducation nationale. On avait les B2I, on avait les C2I, et qui étaient toutes et tous en cours de renouvellement. Et on avait également des acteurs du monde économique qui nous disaient qu'il y avait des besoins qui n'étaient absolument pas couverts par ce qui existait à date. Et on s'est dit, essayons de faire œuvre commune selon exactement la philosophie de mutualisation qui était décrite. C'était très intéressant d'ailleurs ce qui était décrit précédemment parce qu'on pouvait voir qu'il y avait des forts points communs malgré les différences de période. À la genèse, il y avait quand même l'idée qu'on serait plus fort si on travaillait tous ensemble, même si quelquefois on pense que ça met plus de temps, ce n'est pas toujours le cas. Et donc ça, c'était en 2016. À la base, l'idée, donc, c'était de rendre un service qui est triple. D'ailleurs, c'est toujours la même idée, 6 ans après, qui était donc d'évaluer les compétences numériques transverses de manière automatisée, en ligne, de contribuer à les développer avec la donnée qu'on recueillerait et de les certifier afin de valoriser ces compétences numériques, à la fois leur donner une place reconnue plus importante dans la société, dans l'élan de ce qui avait été déjà fait par le C2I, mais également les valoriser pour chacun et motiver les apprentissages. À la base, on ne devait pas faire un GIP. Le GIP, il a été créé 1 an après le démarrage du projet. On était un peu tous en extra time, en temps masqué, avec beaucoup de gens qui soit à la MIPNES, qui dans les couloirs du ministère, qui au Conseil supérieur des programmes, qui dans les entreprises étaient motivés, travaillaient un peu tous ensemble. Et à un moment, on s'est dit c'est quand même pas sérieux, il faut créer une structure juridique. Les élections présidentielles arrivaient en plus, donc c'était quand même pas plus mal de créer une petite structure. Et à ce moment-là, moi j'ai regardé un petit peu avec le petit groupe qui était porteur du projet, on a essayé de trouver des solutions juridiques. Est-ce qu'il fallait créer un opérateur? Est-ce qu'il fallait se faire héberger par un opérateur? J'avais essayé moi, de me faire héberger par l'AMU, de me faire héberger par Fun. Renater, on ne s'était pas croisés à l'époque. Voilà. Et en fait, au travers des échanges, découvert le GIP, et qui est une solution absolument souple, efficace. Après, c'est comme une association. Donc une association, on peut en faire un petit peu ce que l'on veut selon la convention constitutive, selon les statuts. Mais on a débouché sur une forme de GIP et qui est une forme que personnellement je recommande à d'autres projets. Voilà. Stéphane, on va éviter une 3e présentation peut-être. Non, ouais, je vais pardon. Non, là, parce que là, vous allez avoir du trop à Tana, ça va être un trop plein. Non, juste pour réagir par rapport à ce que vient de dire Benjamin. Donc, effectivement, j'ai eu le nez creux. J'ai refusé que Pix soit hébergé par l'AMU. Donc, vous voyez, maintenant, il se développe à l'international. Donc, ça sera un regret. Non, mais en fait, le point à l'époque, je crois que c'était effectivement que tu avais déjà des projets de développement qui étaient hors l'État français. Et donc, effectivement, on était de ce point de vue-là effectivement limité dans nos possibilités par la convention constitutive. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir, Benjamin, bien sûr. Non, dire juste effectivement que par rapport en fait aux enjeux, en termes de fonctionnement de l'agence, qui est si je reprends effectivement les formulations qui ont été données par Bertrand, développement, lancement, croissance, maturité et déclin. Donc je veux croire qu'on est en phase de maturité. Et je rebondis en cela sur ce qui a été dit par l'ANCT Innocube. C'est effectivement par rapport à la taille, enfin au nombre d'adhérents de l'agence qui aujourd'hui a un peu plus de 170 adhérents. Et du principe de fonctionnement qui est un principe d'adhésion en fait à l'ensemble de ces aux produits et aux services qui sont produits par l'agence. C'est comment on recherche en fait au quotidien en fait cette adhésion et comment on la construit. Alors en mettant en place des actions, on a un département en relations établissement et marketing. On a mis un certain nombre d'actions en place pour justement que cette adhésion se fasse le plus naturellement possible. Donc voilà, à ce cycle de vie de l'agence et compte tenu effectivement du nombre d'adhérents, c'est vraiment cette question qui est une question centrale pour nous. Et on pourrait revenir sur ce développement et tour à tour peut-être en discuter. Alors peut-être maintenant on a fait le tour sur l'AMU un petit peu. Vous avez eu l'histoire du GIG, peut-être une histoire un peu au début où finalement le titre, on verra quand on aura 30 ans, il vient de cette époque, vraiment. Je ne suis pas sûr qu'au début, on en avait parlé avec Bernard, avec d'autres personnes,
on savait que ça allait devenir ceci. Il y avait l'envie d'y aller et de pouvoir voir ce que ça allait construire avec une forte volonté, une forte motivation, mais sans forcément prévoir l'avenir dessus. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans cette logique? Alors quand on regarde le livre des 20 ans de Renater, de Valérie Scheffler, qui nous a un peu inspiré dans la démarche, hein, il faut le reconnaître quand on a créé le bouquin sur la mue, on a aussi cette histoire avec là plus un fort besoin de structurer l'infrastructure, d'avancer en même temps qu'Internet avance et de donner les conditions de travail optimum à des chercheurs. Est-ce que vous, ce lancement, on est sous quelle forme? Comment ça s'est passé, partagé? On a échangé lors de la préparation d'un table ronde. Certains ont échangé des documents entre vous. C'est peut-être des choses qui ne sont pas très connues, ce qui peut être intéressant. Parlez-nous de votre lancement, le rôle des aînés. Est-ce qu'il y a des aînés? Voilà. Est-ce que oui. Alors effectivement, donc en 2013, ce projet naît. Et puis en fin 2013, il y a 25 cours sur la plateforme. En printemps 2014, il y a 60 cours. On part avec 10 établissements, puis ça passe tout de suite à 25. Bref, il y a vraiment une croissance significative. Et puis cet objet n'est toujours qu'un truc dont on ne sait pas bien comment il est porté. Parce qu'on est une poignée, toujours dans les combles, à faire tourner le projet. Donc très vite, évidemment, le ministère lance la réflexion pour dire qu'est-ce qu'on fait de cela, qu'est-ce qu'on fait de cet objet, comment on le pérennise, comment on crée la structure qui ira bien pour porter la plateforme, pour porter ses développements, pour porter les évolutions et répondre aux besoins des établissements. Et là, il y a un très très gros travail qui est fait par des collègues du ministère. Pour ceux qui l'ont connu, je pense en particulier à Benoît Debosc, qui était à la DGRI, qui lui avait expertisé toutes les formes possibles de structures, les GIP, les GIE, les coopérations les fondations de coopération scientifique, enfin bref. Et donc, c'est ce fameux tableau-là qui était très complet sur les différentes formes juridiques, les avantages et les inconvénients de ces différentes formes juridiques, qui a servi de base aux discussions avec des représentants en particulier de la CPU, de la Conférence des grandes écoles, la CDFI, d'acteurs du ministère. Et pourquoi le choix s'est finalement porté sur un GIP pour ce qui concerne Fun? Rappelons-nous que l'objet de Fun, c'est de mettre à disposition des établissements qu'ils souhaitent une plateforme pour y diffuser des cours. Et des plateformes pour y diffuser des cours, en 2013, il y en avait déjà. Il y avait des start-up qui étaient en forte croissance et qui auraient bien souhaité être la plateforme qui héberge les cours des universités. Et pour autant, il y avait une volonté collective de dire non, on veut faire une plateforme commune et que cette plateforme commune, elle puisse être pilotée dans sa stratégie éditoriale par les universités et pas se faire imposer de stratégie éditoriale et de choix éditoriaux par une entreprise qui, etc. Bon, donc une fois qu'on dit ça, on comprend bien que la plateforme doit servir les universités qui veulent y déposer des cours. Ces universités sont des structures juridiques indépendantes soumises au Code des marchés publics. Et le GIP, c'est un instrument miraculeux pour résoudre cette question, dès lors que l'on crée un GIP qu'on appelle un GIP in-house ou un GIP dit en quasi-régie. Quel est l'effet collatéral de cette structure? C'est que notre GIP ne peut accueillir que des structures publiques, lesquelles structures publiques peuvent donc considérer le GIP comme un service interne, entre guillemets, de chacun d'entre eux. Et donc, tout établissement qui adhère au GIP France Université Numérique peut utiliser la plateforme et même les plateformes que met France Université Numérique à disposition sans avoir de contraintes de marché public. Et donc, c'est ce qui, pour ce qui concerne en tout cas le GIP, dans un contexte qui est fort différent de celui qu'exposait Boris tout à l'heure sur Renater et les enjeux d'infrastructure, on était dans un marché concurrentiel. Et si vous vous souvenez, en 2013, la concurrence était très forte. Le cabinet de la ministre recevait toutes les semaines des boîtes qui venaient lui expliquer que les MOOC, ils avaient tout compris, qu'ils avaient une plateforme formidable et qu'il fallait que les universités mettent les MOOC sur cette plateforme. La volonté politique, elle a été différente. Et donc, l'effet collatéral de ça, c'est que dans le choix des différents types de structures, eh bien, le GIP, avec cette vertu du in-house et de la quasi-régie, s'est imposé
à la communauté. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un mouvement similaire à l'arrivée c'est particulier pour vous, Boris Intrant, parce que vous arrivez dans un vieux Jeep, pardon, un Jeep ancien, en durée, avec un œil neuf, vous venez d'un EPA, donc est-ce que justement on pourrait changer sur cela, sans vous mettre en difficulté? Oui, c'est effectivement un truc intéressant, c'est la différence entre un établissement public comme, avant je dirigeais le CINES, un établissement public administratif à Montpellier, et puis un GIP qui, j'ai bien aimé le mot d'un des intervenants à la table ronde précédente, on va mutualiser ensemble un effort collectif en partant du principe qu'ensemble on fait plus ensemble que indépendamment, quoi, tout seul. Donc 1 + 1, ça fait plus de 2, quoi, en gros. Hein. C'est pour paraphraser. Et en fait, Renater, à la base, c'est né un peu de cette idée-là. Enfin, c'est né à la base quand même, Renater, il faut savoir, en 93, hein, en France, il y avait quand même on sortait du Minitel, hein, quand même, à cette époque-là. Et vous aviez un opérateur historique qui était France Télécom, qui était vraiment sur un modèle de communication de réseau point à point. C'est-à-dire, en gros, il voulait carrément rester sur le modèle de peer-to-peer, c'est-à-dire l'opérateur va vers l'établissement et il y a une relation unique entre l'opérateur et l'établissement. Et on ne voulait absolument pas entendre parler de mutualisation de réseau au niveau de l'enseignement supérieur recherche. Donc Renater est né vraiment d'un conflit fort entre des établissements comme le CNRS côté EPST, le CEA, le CNES, et l'opérateur historique qui, lui, souhaitait garder un rôle de prépondérant de relation point à point avec ses clients. Et donc Renater est né, a gagné la partie, et Renater a permis vraiment d'installer l'Internet dans le monde de l'ESR. Un Internet mutualisé, collectif, partagé entre plusieurs établissements et d'opérer ensemble ce réseau-là. Donc, au début, il y avait CNRS, CEA, CNES, INRIA, EDF. EDF était dans le tour de table initial. Et puis après, les établissements, voyant que ça marchait pas mal finalement, ont commencé à rejoindre le GIP, l'INRA, l'INSERM, l'IRD, le CIRAD, CEMAGREF, BRGM, etc. Le MEN s'est raccroché au wagon en 2010, France Université, la CPU à l'époque. Et en fait, ça a été vraiment l'exemple flagrant que, effectivement, à plusieurs, on fait beaucoup plus que individuellement, parce qu'individuellement, on allait directement devant France Télécom et on était obligé de passer à travers les fourches codines de France Télécom, pour faire simple. Donc cette capacité de négociation et de ce bras de levier qui a permis de faire naître le GIP a conduit à la déclinaison de l'Internet dans le monde de l'ESR en France. Donc c'est vraiment un succès éclatant. Après, est arrivé d'autres questions, genre, ben oui, mais Renater, donc maintenant le réseau marche bien, c'est super, on est très satisfait. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus ? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas commencer à mutualiser d'autres choses ? Donc, notamment certains services. Et donc là, Renater a dû avoir une deuxième transformation pour se tourner vers un opérateur aussi de service sur le réseau qu'il opérait. Et là, c'est quand même un peu plus touchy tout de suite. Hein, et notamment, on reviendra sur les problématiques de recrutement, de personnel, de mutualisation des compétences. Là, le GIP a subi quand même quelques soubresauts qu'on connaît à peu près tous, je pense. Benjamin, sur cette partie donc cycle de vie du GIP, donc on est sur une structure qui a sa place, donc en maturité, encore en développement, encore en lancement. Comment vous vous sentez, vous, Pix ? Toujours immature. Non. Voilà, c'est ça. Non, donc nous, on a été créé juridiquement en 2017, mais on va dire que l'élan créateur est de 2016. On
on a été créé. Déjà, la création en tant que telle, c'était une étape très importante pour nous parce que pourquoi on s'est dit qu'il fallait absolument une structure juridique? On avait déjà des potentiels clients et l'État, nous, on était rattachés tous, secrétaire général du ministère à l'époque, réunifié éducation nationale, enseignement supérieur ou dans d'autres départements ministériels. Et on avait un problème très simple, c'est que l'État ne sait pas recevoir de l'argent et le rediriger vers un projet. Ou alors on m'a dit que non, et en fait on pouvait, mais en tout cas à l'époque ça avait l'air d'être impossible. Donc on avait un sujet tout simplement d'avoir une caisse pour pouvoir recevoir des contrats avec des clients, etc. Parce que PIX, donc, on travaille pour les élèves, les étudiants, mais aussi n'importe quel professionnel, et dans le n'importe quel professionnel, il y a une part d'activité commerciale qui contribue au modèle économique et qui d'ailleurs dans la maturation du GIP est un élément important. Aujourd'hui, on a à peu près 25% de nos produits qui viennent de ressources propres de ce type-là. Donc on avait besoin d'une caisse. Il y avait la volonté d'être 100% public. Il y a les enjeux de souveraineté d'ailleurs que tu as évoqué, Catherine. Ça ressemble beaucoup. Et en quelque sorte, il y avait un besoin tout simple, c'est qu'il fallait externaliser parce qu'on voyait qu'il y avait besoin de pouvoir faire ensemble, mais de l'intérieur. Et c'était vraiment ça, cette idée de création du GIP à ce moment-là. Il fallait garder la main et en même temps il fallait faire ensemble, mais il fallait quand même une structure qui coordonne tout ça, parce que si on cherche à faire un certificat c'est un standard. Un standard, il a besoin d'être partagé, d'être reconnu et d'être le même un peu partout. Donc on voyait bien que ça ne pouvait pas coexister dans différents endroits. On avait besoin également de recruter, parce que le temps masqué c'est sympa, mais à un moment ça peut être compliqué avec les N+1 quoi. Donc il fallait quand même pouvoir faire intervenir des gens dans une équipe dédiée au projet. Mais on avait déjà la MV, on avait déjà la version minimale, on avait déjà le site en ligne à ce moment-là. Donc on avait une conviction, et c'est pour ça d'ailleurs que la création a été assez facile, hein, parce qu'on a été aidé, mais aussi parce qu'on avait déjà un produit qui montrait que, qui était déjà une réalité, et en même temps qui était aussi une promesse qui intéressait beaucoup. Un des points qui m'a marqué moi dans la création et dans la phase de création, c'est que à l'époque, moi, tout le monde me disait, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir comment ça évolue les représentations, tout le monde me disait que c'était très compliqué de monter un GIP. Alors je ne sais pas si c'était Fun qui avait été compliqué, en tout cas la grande école du numérique qui était à cette époque avait marqué dans les couloirs des ministères sur le fait que c'était très compliqué à créer, que ça avait mis du temps. C'était un projet pourtant qui avait un portage présidentiel, hein, mais ça avait mis 1 an et demi, 2 ans, malgré l'impulsion présidentielle. Et donc, ça avait la réputation d'être long à créer. Et en fait, un jour, notamment en échangeant avec toi, Catherine, je me suis rendu compte que en fait, les gens pensaient que c'était long, et donc ça devenait long. Parce que concrètement, tout le monde se dit, mais ça va être très très long. Et je dis pas, non. Et en fait, on passait notre temps à faire ça. Sauf qu'une fois qu'on lève ça, on se dit, bon, en fait, c'est pas très très long. Il y a quelques documents à produire, et en 4 mois, on avait plié le match. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, comment des croyances administratives, des mythes administratifs peuvent avoir des incidences réelles. Mais si on arrive à les traiter, à les dépasser, on retrouve du possible dans la manière de le faire. Et si jamais il y a des velléités de création de GIP ici, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que cette prise de conscience, ça a été assez libérateur en tant que tel. Alors donc nous, aujourd'hui, on a 5 ans. On a eu 5 ans là, dans le courant de cette année encore 2022, juridiquement parlant. Maturité, non, parce que, je faisais une petite blague en entame, mais maturité, non, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera PIX dans 5 ans. Je pense que c'est très difficile de le dire pour les différents opérateurs, mais c'est particulièrement compliqué dans le cas de PIX, parce qu'en fait, on est engagé. Alors, en France, on a un peu plus de 6 millions d'utilisateurs actifs sur l'année, donc c'est quand même quelque chose dont on peut être, en tout cas en termes d'équipe, on est assez fiers. On a des énormes challenges en France, y compris dans l'enseignement supérieur, parce qu'on souhaite aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait en bénéfice de l'enseignement supérieur, et on a des travaux en cours d'ailleurs avec la DGCIP sur le sujet. Mais on est aussi engagé, et on pense que la mutualisation, elle ne peut pas s'arrêter aux frontières. D'ailleurs, tu l'as dit dans les premiers échanges, c'était déjà présent. Elle ne peut pas s'arrêter aux frontières françaises. Nous, concrètement, on fait quoi ? À la fin, il y a un certificat de compétences numériques. Le certificat, c'est du papier-monnaie, ça n'a de valeur que celle que les gens lui accordent. Si jamais on ne se met pas en situation de mutualiser cette reconnaissance et de mutualiser les outils avec d'autres forces de service public, d'autres pays, on va se faire manger, on va pas se mentir. Même si on fait le meilleur système du monde, qu'il est français, que c'est génial et qu'on est très fiers. Et donc, on est en train de travailler, mais on a déjà signé des partenariats, on est en train de travailler à internationaliser
Et en fait, cette mutualisation que permet le GIP, très concrètement. Et donc concrètement, on a signé par exemple avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est en échange avec le Royaume maintenant de Belgique, on est passé d'un cran en plus. La Tunisie a acté la généralisation de PIX pour son système éducatif. On a des échanges à l'échelle européenne. Donc tout ça, ça se construit. Ça a des incidences institutionnelles. On se dit, mais alors est-ce qu'on peut faire rentrer des ministères étrangers dans un GIP français ? Il y a des analyses divergentes, on ne s'est pas encore concerté suffisamment là, mais voilà, nous on pense que oui. Et que ça marche aussi en in-house d'ailleurs. Mais on va confronter les analyses juridiques. Et en tout cas, le chemin qui est devant nous en termes de maturation, c'est est-ce qu'on va essayer de faire, est-ce qu'on va réussir à faire une forme de GIP partagée entre forces de services publics de différents pays. C'est pas possible pour tout. Pour fun, ça pourrait très bien être possible en tant que tel, parce que les investissements et le coût, notamment le sujet ça a été évoqué quand même, le sujet de modèle économique, à un moment ça coûte cher le numérique. Et je pense qu'on croit souvent qu'il y a un investissement à faire et puis qu'après on vit sur une rente et qu'il n'y a plus besoin de faire un investissement. Je connais aucune start-up, aucune boîte du numérique qui fonctionne comme ça. Il faut investir dans la durée. Mais pour investir dans la durée et que ce soit soutenable, c'est plus fort, c'est plus facile si on peut avoir différents ministères ensemble, c'est déjà le cas pour PIX, mais différents ministères de différents pays. Et c'est un peu le chemin sur lequel on est. C'est à la fois une aventure pédagogique, parce que ça pose plein de questions pédagogiques, mais c'est aussi une aventure institutionnelle ou administrative. Est-ce que ça existe du service public partagé entre différents pays ? Voilà, donc c'est un peu la phase dans laquelle on est, c'est assez exaltant. Voilà. Ce qui corrobore en fait ce qu'on disait sur la mission qui peut évoluer, qui est une évolution, un agrandissement de périmètre, et donc la forme du GIP permet cette chose-là. Peut-être en faisant rentrer, je vais donner la parole à Stéphane sur la partie maturité. Est-ce que justement sur les dernières années, il y a cette renégociation, tu parlais de faire rentrer, de construire, de co-construire avec des nouvelles structures, ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que c'est pas ça justement qui serait des signes d'évolution en maturité ? Sur les questions qui sont les nôtres, effectivement, se pose la question des synergies qu'on pourrait créer beaucoup plus fortement avec d'autres structures, d'autres GIP qui sont dans le périmètre effectivement de l'enseignement supérieur de la recherche. Après, big is beautiful. Voilà, c'est pas souvent, c'est pas forcément une réalité. Et donc, c'est une question effectivement qu'on doit avoir à l'esprit et raisonner en termes de structure. C'est effectivement c'est un sujet important. On le fait aujourd'hui. Après, c'est la question que Benjamin a soulevée, c'est celle du réinvestissement en fait. C'est-à-dire que quand on est des structures comme Renater ou comme l'AMU, où effectivement on a une certaine forme de maturité, de reconnaissance au sein de l'écosystème, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'investissement à réaliser. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on a des budgets à peu près équivalents d'une trentaine de millions d'euros, je crois, 30-35 millions d'euros. Nous, ça fait plusieurs années qu'on est sur cette ligne-là. Donc dès lors qu'on est sur des questions de numérique où les changements sont des changements qui sont rapides et coûteux, eh bien la question effectivement de l'investissement plus important de la part de l'État, de la part des établissements dans des structures comme l'AMU se pose véritablement. C'est-à-dire que voilà, on peut pas rester sur un palier en fait en se disant que finalement on assume nos missions de la meilleure des façons possibles. On le fait compte tenu de nos ressources, mais en fait lorsqu'on regarde les besoins qui sont ceux des établissements en matière de gestion, en matière de réseau, en matière de... et on l'a vu pendant le confinement, ou avec la visio, avec toute une série de sujets où on a des acteurs qui peuvent investir de façon massive en fait dans ces questions-là, et on a des opérateurs publics qui portent, et donc ça qui portent les politiques publiques, et donc c'est une très très bonne chose, mais il faut effectivement derrière voir qu'on aura besoin en fait d'investissements financiers conséquents pour rester dans la course entre guillemets. Et donc c'est cette question-là. On parlait de questions pièges tout à l'heure sur la question que je posais sur la gouvernance, mais c'est se dire qu'on a des structures qui fonctionnent très bien, mais si on veut atteindre effectivement un niveau qui est celui d'autres pays ou d'autres structures, il y aura cette question de l'investissement massif. Et donc pas se cacher derrière des structures qui existent et qui fonctionnent pour se dire finalement ça marche. Non, il y a un saut à faire. Et ce saut, pour l'instant, nos décideurs n'ont pas encore intégré la marche qui est grande à faire.
Catherine, vous vouliez réagir? Vous pouvez réagir entre vous. Non, moi je voulais juste revenir sur c'est compliqué et long de faire un GIP. Nous, la convention constitutive et les statuts, on a pu les écrire en quelques mois. Dans l'enseignement supérieur, quand vous voulez faire adhérer 40 établissements, c'est là que ça devient très compliqué. Donc, et d'ailleurs, quand on a créé le GIP en septembre 2015, il y avait 7 universités qui avaient réussi à faire passer devant leur conseil d'administration et faire approuver dans leur conseil d'administration l'adhésion. Donc la longueur du processus, elle est aussi liée au nombre de structures que vous faites rentrer. Et quand les structures que vous faites rentrer sont des universités qui n'ont pas des conseils d'administration aussi réguliers que ça, quand les gens qui sont intéressés par le projet ont besoin du temps d'aller expliquer à leur président ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est important, etc., ça potentiellement prend du temps. Et puis, accessoirement, nous avons dans le GIP des établissements qui sont sous plusieurs tutelles. L'Institut Mines Télécom, qui regroupe toutes les écoles Mines Télécom, dépend du ministère de l'économie. Les écoles d'agro dépendent du ministère de l'Agriculture. Agrinium est membre du GIP, donc l'INRAE aujourd'hui est membre du GIP. Mais donc la convention constitutive, il fallait qu'elle soit signée par les établissements. Et aujourd'hui, il y a 6 ministères qui co-signent aussi la convention constitutive. Donc tout ça a pris du temps. Et donc, comme les premiers salariés du GIP, qui n'existaient pas encore, étaient hébergés par Renater, et qu'ils étaient en CDD chez Renater et que les premiers CDD arrivaient à échéance, on avait une urgence absolue de créer la structure pour pouvoir transférer ces emplois de manière à ce que Renater n'ait pas à les licencier, ce qui aurait été fâcheux, évidemment. Et donc, on a démarré avec ceux qui avaient réussi à signer. Et on a eu encore 9 mois de processus pour que tout le monde passe dans ces conseils, pour que les ministères signent, pour que, etc., etc. Et là, heureusement, au niveau du ministère, il y a toute l'équipe d'appui juridique qui ont coordonné tout ça pour que ça se fasse in fine dans des délais raisonnables. Mais la longueur, elle n'est pas tellement dans se mettre d'accord sur ce qu'on va écrire, elle est dans la réalité du processus quand on a beaucoup de membres. Joël Doronnet, dans le Macroscope, différencier le complexe et le compliqué. Là, on a un bel exemple là, entre la complexité de notre enseignement supérieur à la recherche et le compliqué pour le mettre en œuvre. Ouais, sur ce point, il y a un truc qui, je pense, c'est facile effectivement de faire un JP parce que, enfin, c'est facile. Bien souvent, il y a un enthousiasme général au départ. Vous savez, c'est comme dans les demandes quand on a un coup de foudre, on se marie un mois après, l'amour dure 3 ans et des problèmes commencent à arriver. La difficulté, c'est dans l'enthousiasme général que les décideurs calculent bien quand même qu'une fois passé un peu cet enthousiasme général, il va y avoir une phase un peu de stabilisation et potentiellement les problèmes vont arriver. Donc, c'est difficile dans un enthousiasme général, quand on est devant l'hôtel pour se marier, de dire au fait on va faire un contrat de mariage, parce qu'au cas où ça tourne mal, on pourra se retourner. Mais le fait c'est que les GIP, moi je vois ça un peu comme un couple. Au départ, c'est super dynamique, ça marche très bien, mais il peut y avoir des difficultés qui apparaissent assez vite. Donc il faut vraiment que les gens qui créent le GIP aient quand même une sens de responsabilité à terme assez important, quand même, se dire bon, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et donc que ça soit résilient dès le départ, voilà, pour ne pas céder à l'enthousiasme de partir dans une direction et se retrouver bloqué quand même assez vite. Voilà. Un 4e point nous intéressait, je vois si vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre. Donc le 4e point, c'est quelque chose de beaucoup plus micro, qui concerne en fait la gestion de compétences en interne. Si on parle d'évolution de mission, c'est qu'autour ça bouge, c'est qu'on est dans un domaine, le numérique, qui nécessite que chacun d'entre nous soit au meilleur de la connaissance des usages des technologies et des technologies qui les portent. Donc en fait on se retrouve avec cette idée
Comment on recrute des nouvelles compétences, des nouvelles personnes, comment on les forme. Je crois que je vais reciter Josette Soulas qui disait, ou c'est peut-être Jacques Bernard qui disait ça, je ne sais pas, à la mue on n'est que de passage. C'est vous Jacques ou c'est Josette qui disait? C'est Josette, on va mettre ça sur Josette. Hein. Comment on arrive finalement à faire durer une mission qui initialement, je rembobine toute l'après-midi, est initialement une administration de mission, donc ponctuelle, qui finalement va durer dans le temps parce que la structure, bon an, mal an, arrive à évoluer, à remplir sa mission, à progresser, à même être vue comme très bonne. Donc on lui donne autre chose à faire. Et comment en fait on fait évoluer, vous parliez Boris du passage de l'infra au service, c'est pas du tout le même métier. Donc est-ce qu'on pourrait faire ce dernier tour de table sur ces évolutions des missions et comment vous le gérez en interne, voilà. Là ça concerne les salariés et il y en a quelques-uns ici, des GIP. C'est l'ordre, à la limite. Oui, allez-y. Comment ? Ah bon. Le cœur de métier de Fun, c'est d'avoir une équipe technique qui développe les plateformes, développe les technologies qu'on met à disposition. Évidemment, ce n'est pas le seul cœur de métier. Hein. Si on n'a pas d'équipe d'appui et d'équipe qui accompagne, ça ne va pas le faire. Mais pour moi, le moteur, c'est d'avoir la bonne équipe technique. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un métier terriblement en tension. C'est compliqué parce que, avant même ce qui se passe depuis 1 an ou 2, les équipes techniques, toutes les compétences techniques sont surdemandées, surpayées dans le secteur privé. Donc, il y a un véritable enjeu. Quand on a démarré chez Fun, on a démarré avec une première équipe technique. Et puis, quand on a pris la décision politique de migrer les infrastructures dans le cloud, cette équipe technique ne nous a pas suivis. Parce que c'était pas forcément... S'ils nous auraient bien suivis si on avait dit qu'on mettait les infrastructures dans le cloud Amazon. Mais ce n'était pas l'objectif. Et donc, on a eu un moment de grand vide parce que l'équipe initiale, finalement, a quitté le GIP. Et là, merci à Pix. Benjamin ne le sait pas, peut-être, parce que je ne lui ai jamais raconté cette histoire. Mais ça, c'était en 2016. Nous sommes allés avec Frédéric Forest à Berlin. Et là, j'ai vu les progrès de Pix, parce que Nathalie Denos était là pour présenter. Je ne sais pas si vous en souvenez, Frédéric. Et là, moi, je n'avais pas suivi l'aventure de Pix les 3-4 derniers mois. Et tout d'un coup, elle raconte Pix, et je me dis, bonté, comment ils ont fait ? Et je vais voir Nathalie, je lui dis, comment vous avez fait pour aller aussi vite pour développer la techno ? Et Nathalie me dit, nous, on est une start-up d'État. C'est là que j'ai découvert qu'on en était une sans le savoir. Hein. Donc, on est une start-up d'État. On est incubé à la DINUM, qui devait peut-être encore s'appeler la DINSIC à cette époque-là. Et on a bénéficié de l'appui des équipes d'Alain Verdier pour recruter des devs et recruter des gens qui vont nous accompagner dans ces développements. Et donc, j'ai envoyé une bouteille à la mer à Pierre Péziardi, qui travaillait avec Alain Verdier sur les startups d'État, en lui disant « il faut m'aider à trouver un directeur », parce que depuis que le directeur était parti, on avait, avec des cabinets de conseil, avec un cabinet de conseil, cherché à recruter un nouveau directeur. Et on en avait épuisé 2. Un qui était parti avant sa période d'essai, et puis le deuxième qu'on avait choisi avec beaucoup de vigilance, on avait beaucoup testé, il nous avait dit « oui, je viens chez Fun, ça m'intéresse, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres candidatures ?» Non, mon autre candidature, j'ai pas de nouvelles depuis 3 mois, donc je considère que c'est mort. Et donc le type vient chez Fun, et au bout de 15 jours, il m'appelle pour me dire « au fait, ceux qui, je vous avais dit qu'ils m'avaient oublié pendant 3 mois, ils m'appellent et ils me proposent un boulot et je vais y aller. » Donc voilà, et donc ça c'était en août, et en septembre je découvre comment Pix a avancé, et on a fait le recrutement du nouveau directeur technique de Fun dans le monde des startups, et lui-même est allé chercher une équipe de développeurs qui vient de ce monde-là, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les bonnes personnes pour avancer, pour développer les technos sur lesquels on travaille. Pour votre information, on n'a pas de problématique d'admin système chez Fun
parce que l'ensemble de nos infrastructures est dans le cloud et on a un prestataire qui nous accompagne sur la partie maintenance en conditions opérationnelles. Donc vraiment, l'équipe technique de Fun, qui est un des éléments absolument structurants, c'est une équipe de développeurs qui viennent tous du monde de l'open source, qui développent des communs, y compris dans leur vie personnelle. Et je pense que enfin, si on perdait demain matin cette équipe, on serait en grande difficulté. Voilà. Le télétravail, oui. Le télétravail est un enjeu pour nous, bien entendu. Dans l'équipe technique, on a des personnes qui sont en télétravail intégral. Et en fait, ceux qui sont en télétravail intégral sont tous à Clermont-Ferrand. Et moi, j'ai découvert que Clermont-Ferrand, c'était un endroit extrêmement riche de développeurs freelance, de gens qui... parce que c'est l'histoire autour de Michelin. Michelin utilise beaucoup de développeurs et du coup, il y a une énorme communauté, enfin énorme, il y a vraiment une très grosse communauté de développeurs à Clermont-Ferrand et du coup, ils se sont cooptés entre eux. Et ils ont eu envie de travailler avec nous parce que on les paye moins on les paye alignés au marché, à la médiane du marché, mais on les paye moins que plein de boîtes privées. Ils sont régulièrement courtisés. Et s'ils sont venus bosser chez nous, mais c'est la même chose chez les autres GIP autour de la table, c'est parce que on est sur des missions de service public, on s'intéresse aux enjeux d'éducation, on développe des outils, voilà. Et sur les outils qu'on développe, on a des coopérations internationales sur certains de nos outils avec évidemment les Américains d'OpenEDX, avec qui on travaille toujours, mais avec des Portugais, sur la partie data, avec des Néerlandais. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que le cœur de métier de Fun aujourd'hui sur le développement de solutions technologiques réussit à se mettre en place. Merci pour ce témoignage sur la gestion de compétences à Fun. C'est clair que l'humain, c'est central dans nos métiers. On aura beau avoir une stratégie extraordinaire, des moyens, etc. Si on n'a pas les gens pour faire, derrière, on est mort. Donc, le numérique attire, c'est évident. C'est une compétition. C'est vraiment l'économie de la connaissance. Hein, on le voit tous. Maintenant, nous, on a quand même un avantage, je pense. Ce que disait Catherine, c'est nous, les gens qui bossent à Renater ou à Pix ou à Fun, il y a quand même un projet derrière. Les petits jeunes qui sortent d'école d'ingé, quand ils viennent dans des structures comme la nôtre, d'abord ils finissent leur formation initiale, hein, ils viennent faire une première expérience professionnelle chez nous. Ils ont un sens au travail, parce que ce qu'ils font chez nous, c'est pas la SS2I lambda, hein, ils bossent quand même pour l'enseignement supérieur recherche et éducation. Donc ça donne un sens. Et puis, j'aurais quand même coupé un peu la cour à la rumeur qui veut que les salaires qu'on peut avoir dans nos structures sont la moitié de ce qu'ils peuvent avoir dans le privé. Ça, il faut quand même... je crois que l'État, on sait tous que Bercy a fait d'énormes progrès sur ces aspects-là. Il y a des grilles de salaires qui sont sorties récemment sur les métiers en tension. Et on a de quoi se battre, je pense, en ajoutant la quête, le sens du travail qu'il y a derrière et l'aventure que ça peut être de bosser dans des structures de l'ESR. Je crois qu'on est quand même compétitif dans le package. Donc, moi, je suis quand même pas si pessimiste que ça. On peut attirer. Maintenant, on attire avec un package global aussi, le télétravail, la qualité de la cohésion, enfin, l'articulation vie perso, vie pro, etc. C'est vrai que et ça nous demande au niveau managérial d'évoluer par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Mais on sait faire, on peut faire. Et donc il y a une crise, je pense, qui est pas aussi critique que ce qu'on veut bien dire. Voilà. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit déjà. Donc ça simplifie les choses. Pour les recrutements, alors à la fois on a plein d'arguments, mais c'est quand même compliqué. Donc chez Pix, on a quel type de profil? On a des équipes de développement / produits. Donc là c'est compliqué parce que c'est des métiers en tension, c'est ce que vous avez tous dit. On a des concepteurs de défis pédagogiques. Alors là c'est compliqué parce que le métier n'existe pas vraiment.
Et donc on essaye de le formuler, on lance des fiches de poste avec 5 intitulés différents et on voit ce qui remonte. Ingénieur pédagogique, concepteur de jeux, on fait un peu des choses différentes en même temps sur la BIEP et la place de l'emploi public. Et les autres, ce sont plutôt des profils de type consultant qui vont accompagner les usages, le développement des usages, faire remonter aussi des feedbacks. Et là, on est sur des profils qui sont quand même assez demandés. C'est pas les plus critiques, mais assez demandés, qui sont exigeants. Ça emporte une exigence RH forte en interne et qui n'est pas facile de suivre, notamment quand on est en développement. Parce qu'on a toujours pour avancer, on se déséquilibre en quelque sorte, et on a toujours un temps de retard pour rattraper le retard en termes de suivi RH, parce que les fonctions support, généralement, on les fait grandir avec un tout petit peu de décalage par rapport aux équipes de développement, etc. On a un enjeu fort d'internalisation, parce que tu l'as dit d'ailleurs, comment on s'est arrangé au début, on avait les prestats via le marché de la DINSIC qui est devenu la DINUM et qui nous a permis de mettre un pas devant l'autre. Par contre, c'est absolument pas satisfaisant parce que, bête calcul, mais 1 euro de salaire égale 2,5 euros de prestat. Avant, je disais 3, mais il y a des petits coups de friction salariaux qui font qu'en fait, on est plutôt à 2,5. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, on a des enjeux majeurs. Nous, on a pris en interne une Talent Acquisition Manager, donc une recruteuse, voilà, dit en français facile. Donc, ce qui me paraissait, moi, cocasse. Je me suis dit, mais comment je vais leur dire à l'AG qu'on recrute une recruteuse ? Ça va leur faire peur quand même en termes de TP et de plafond d'emploi. Mais en fait, c'est probablement un des meilleurs investissements qu'on ait jamais fait, quoi. On a un marché de chasse qui va en plus de la recruteuse derrière. Et il faut qu'on mette vraiment en avant tout le sens qu'il y a dans nos missions. Et ça, pour le coup, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Je pense qu'à l'incubateur et territoire, à l'ANCT, vous avez les mêmes enjeux derrière. Ça marche bien. Sur le télétravail, on est quand même limité par le code de la fonction publique. Un message, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont en situation. Voilà. On est quand même limité. Alors, soit tu es sous statut privé, tes contrats. Ils sont de droit privé, tes contrats, mais nous, sous contrat droit public, il y a des limitations. Donc, on cherche des dispositifs. On a peut-être trouvé des solutions pour arriver à accorder plus de télétravail, parce qu'opérationnellement, ce n'est pas un problème. Mais de fait, on a quand même un plafond en soi. On prend des apprentis pour aller chercher les gens le plus tôt possible. Mais c'est vraiment un pan entier d'activité, en fait. Quand on réfléchit au truc, on est maintenant chez Pix, on est à 110. On a une trentaine de recrutements prévus l'année prochaine. C'est vraiment une part d'activité qui est non négligeable pour les équipes. Et après, petite botte secrète, on débauche de manière éhontée dans nos prestats. Voilà. Parce qu'on prend les armes que l'on a, quoi. Voilà. Donc ils ne sont pas dans la salle, j'ai regardé, donc normalement ça va. Mais on dose quand même, parce qu'il faut quand même garder de bonnes relations, mais à un moment on n'avait pas trop le choix, et ça s'est fait comme ça parce que le projet leur plaît, et puis que ça montre aussi un engagement dans la durée. Juste pour terminer sur les équipes, en dehors de la question des recrutements, parce que tu parlais de la gestion des compétences aussi, en fait on a des gens qui viennent de différents milieux, je pense que c'est valable un peu, de différents univers professionnels, et c'est super parce que c'est un creuset et on apprend énormément. Moi, je ne connaissais pas du tout les différents secteurs en question. J'étais plutôt arrivé par de la collaboration politique, donc ce n'était pas du tout le développement en soi. Et en même temps, c'est une difficulté au quotidien parce que les cultures professionnelles, alors c'est sympa de se dire c'est un creuset, mais les cultures professionnelles, les habitudes de travail, comment on collabore, ça se négocie en fait. Quand on n'a pas la même culture, il y a des petites négociations et choses, et avec le temps, ça peut devenir des frictions. Je sais que moi, c'est un des points de vigilance. Je ne sais pas si vous l'avez vous aussi dans vos structures, mais si on arrive avec des gens qui viennent du corps enseignant, avec des développeurs 5.0 qui parlent que télétravail, c'est pas tout à fait la même ambiance. Et je pense qu'une part importante de nos boulots, c'est de faire en sorte que ça tienne et qu'au final, ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous sépare, quoi. Juste quelques mots déjà pour remercier Boris d'avoir dit qu'effectivement en termes d'attractivité des rémunérations on pouvait faire l'équivalent du privé. Donc je vais avoir pour mes 2 dernières semaines de mandat une grève à l'agence parce que mes collègues ont tous entendu. On coupera la vidéo là-dessus s'il vous plaît.
Merci. Non, mais j'avais une fin de mandat qui était trop sage, trop simple. Donc, mais je plaisante. Effectivement, on peut faire des choses. On peut faire plus de choses que certaines structures publiques, type les universités. Après, effectivement, sur des secteurs en forte tension, c'est quand même compliqué de complètement s'aligner sur les rémunérations du privé. Oui, revenir sur le sujet de la double culture, puisque effectivement à l'agence, on a à la fois des personnes qui viennent de SN, et d'autres personnes qui viennent de DSI, qui viennent des universités. Donc ça peut être effectivement une source de complexité, mais aussi ça peut être une source d'enrichissement. Et on a parlé d'externalisation, internalisation. Ça pose des débats effectivement qui peuvent être intéressants et qui peuvent créer au sein du DSSE chez moi ou d'autres structures des dynamiques effectivement qui sont intéressantes. Et puis cette double culture en termes pour le coup de complexité, effectivement, on n'a pas les mêmes leviers entre des personnels contractuels qu'on va recruter sur nos ressources et des fonctionnaires qui viennent en mise à disposition en contrat de détachement. En termes de carrière, puisqu'on est sur des structures qui, pour les quatre structures présentes aujourd'hui, on est sur une durée de vie en fait indéterminée. On n'est pas sur un GIP avec une durée de vie de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et donc une durée de vie indéterminée. On a quand même, notamment du côté des fonctionnaires, en fait, peu de levier en fait pour faire en sorte que dans les avancements, eh bien les personnes qui sont à l'AMU et qui sont donc assez éloignées de leur employeur principal, eh bien on puisse effectivement faire en sorte qu'ils aient des avancements au même titre que leurs collègues qui sont restés en université. Donc voilà, juste ce point effectivement pour dire que dans la mesure où on est sur des structures à durée indéterminée, le fait d'avoir des fonctionnaires affectés au GIP et non plus en mise à disposition ou en contrat de détachement, ça pourrait être un élément qui permettrait effectivement de valoriser en fait la carrière qu'ils ont fait au sein de l'AMU. Je vais me permettre on n'avait peut-être pas forcément prévu, peut-être accepter 2-3 questions, que là je sens que les omoplates se fatiguent un petit peu sur les chaises là. Donc 2-3 questions et puis après nous accueillerons d'ici 10 minutes Frédéric. Oui, bonjour. Je vais éviter de dire des bêtises. Si vous pouviez vous présenter, oui, monsieur. Je vais me présenter, je suis Ferrel Goulamoussen, je suis directeur du Centre d'innovation pédagogique et numérique à l'université Gustave Eiffel, et je vais éviter de dire des bêtises parce qu'il y a mon chef juste derrière moi. Moi, j'ai une question double. Comment vous faites pour ne pas vous marcher sur les pieds? C'est la première partie de la question. Et comment est-ce qu'il faut absolument créer un GIP lorsqu'il y a un trou dans la raquette dans les différentes missions autour des questions numériques? Voilà, merci. C'est simple, je vais racheter les deux à côté, c'est tout. On m'avait dit que c'était moi en fait qui rachetais le ministère n'a pas de parole. Non, mais c'est vrai. Non, mais on a quand même des missions qui sont bien distinctes aujourd'hui, et nos adhérents, enfin nos fondateurs ont bien calculé les choses quand même. Donc on fait bien attention de ne pas se marcher sur nos plates-bandes parce qu'on perdrait de toute façon en efficacité par rapport à ce que chacun peut faire aujourd'hui, quoi. Donc il y a pas, au contraire, on est plus dans l'entraide aujourd'hui, je trouve, et on a eu quelques réunions de préparation entre nous et je trouvais que c'était super intéressant. On est vraiment complémentaires entre le petit jeune qui vient d'arriver et puis des gens qui sont un peu plus vieux dans la structure. Et tout le monde bénéficie un peu de... Alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais je crois que c'est vrai. On a une vraie coopération qui est en train de se monter entre nous. Voilà. Et on est complémentaires. Complètement. Sur les missions, c'est pas du tout les mêmes. Alors, ça aurait pu. Moi, j'étais allé voir les uns les autres. Potentiellement, voilà. Mais aussi d'autres opérateurs. Par exemple, j'étais allé voir Canopé à l'époque, côté enseignement scolaire, parce que nous, on est enseignement scolaire, enseignement supérieur. J'étais allé voir un peu plus large, parce que l'idée, c'était pas de créer une structure juridique, parce que je me disais, waouh, dans quoi on s'embarque? Et l'idée pour moi, c'était d'être concentré sur le produit et le projet, quoi. Après, en fait, avec le recul, autre croyance administrative. Je crois que trop souvent, on se dit qu'on crée trop de structures publiques. Je suis un peu à contre-courant, là. Je suis tout seul sur ma ligne, donc j'en profite. Mais
on se dit il faut faire attention, on crée beaucoup trop de structures publiques. En fait, on crée 1000 fois plus de structures privées. En permanence, il y a des structures privées qui se créent avec des filiales, etc. Mais infiniment plus. Et je trouve en soi qu'on gagnerait à avoir un mécanisme de création plus simple, plus souple. J'avais proposé le statut de start-up, mais ça n'a pas été retenu. De créer un vrai statut de start-up d'État, parce qu'il y a des projets publics qui sont exploratoires, qui peuvent tomber, qui doivent tomber dans certains cas, et le fait de les mettre dans des structures à part, peut-être qu'il y a quelques fonctions mutualisées, parce que c'est vrai que les trucs comptables, etc., c'est pas... Voilà, mais qui gagne à vraiment, je trouve que le projet et le produit gagnent à être portés de manière autonome, avec une équipe qui a un peu une tension, je ne vais pas le dire comme ça, mais une tension de mort. Nous, on savait que si jamais on ne marchait pas, on tombait, clairement. Et le fait de faire ça pour un projet, ça fait qu'on réfléchit beaucoup quand même. Parce qu'on se dit, j'ai pas envie de tomber en soi. Et je trouve que ça fait un élan. Et en plus, ça amène aussi même les gouvernances à se pencher vraiment sur le fond du produit, le fond du projet. Ça les rend aussi, ça sécurise. PIX, nous, on a donc l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, maintenant le ministère du Travail et à l'ANSSI. Le fait d'avoir une gouvernance qui est adaptée au projet, donc forcément, on ne peut pas avoir une gouvernance qui est adaptée à tous les projets. Donc le fait d'avoir une gouvernance qui est adaptée au projet, ça fait que chacun dans son administration, ça depuis chaque tutelle, est aussi un peu protégé. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas le seul à être responsable si jamais il y a un problème qui se pose. Et donc, ça fait une gouvernance qui est adaptée, ça fait une équipe qui a une tension. Encore une fois, je dis une tension de mort. Je dis des mots qui ne sont même pas de moi. C'était Marie qui travaille aussi chez PIX depuis le début. Et on sent vraiment qu'on joue quelque chose qui est essentiel et on se dit c'est pas possible, on n'a pas fait tout ça pour se planter. Et donc ça amène à une mobilisation qui dépasse le cadre habituel. Ça, c'est les avantages. Le problème avec les structures administratives, si on en crée beaucoup avec ma super proposition, c'est qu'on risque de jamais les tuer, quoi. Donc il faut, à mon sens, il faudrait arriver à un mécanisme où on peut en créer plus. Il peut y avoir des zones de chevauchement de temps en temps parce qu'en fait, dans les vies de projet, entre les opérateurs, entre nous en l'occurrence, j'en vois pas trop, mais avec certains opérateurs publics, ça peut exister. Parce que c'est aussi le cheminement que font les projets ou que font même des produits informatiques. Et sur cette base-là, je pense qu'il faut qu'on puisse en créer plus, mais qu'il faut qu'on ait des mécanismes, des cordes de rappel qui font qu'on peut aussi à un moment se dire, non, c'est fini, en quelque sorte. Et donc, voilà, la seule chose, c'est que je pense qu'il faut aussi sortir de l'idée qu'on a forcément trop de structures publiques. Voilà. Mais c'est pas la ligne dominante. Hein. Avec le non, micro. je suis d'accord. Le problème, c'est que les structures publiques qu'on crée, on sait pas les supprimer. C'est ça qu'il faut réfléchir. Voilà. Donc après, si on regarde, si on se met dans un établissement et qu'on regarde les structures qui sont autour de la table, il me semble quand même qu'il y a d'un côté une structure Renater qui est en charge d'amener du réseau partout et de développer des services de base. Il y a quand même une structure, l'AMU, qui est véritablement chargée de toute la partie système d'information. FUN a été créé pour accompagner la transformation des pratiques pédagogiques et le développement des outils au service de ces évolutions. Et PIX est sur son créneau très particulier des compétences numériques. Donc après, si votre question c'est comment ces opérateurs-là se combinent avec des tas d'autres opérateurs sur le marché, des opérateurs publics, qui ne sont, la caractéristique des structures qui sont autour de cette table, c'est qu'on est tous très fortement pilotés par l'État. Au sein du GIP, France Université Numérique, la part de vote de l'État, c'est 40%. Je ne sais pas quelle est la part dans les autres, mais si votre question c'est quid des UNT, quid d'autres structures qui gravitent autour de l'ESR, oui, c'est vrai que c'est des structures qui existent aussi, mais ce qui fait la caractéristique des structures qu'on représente, c'est qu'on reçoit une dotation pour charge de service public et qu'on est très fortement piloté par notre ou nos ministères de tutelle. En l'occurrence, pour PIX, il y a quand même 2 ministères très impliqués. Nous autres sommes plutôt rattachés à 3, pardon. Nous, on est plutôt rattachés à l'ESR. Mais il me semble que si vous regardez la répartition des activités, on est plutôt sur de la complémentarité pour ce qui est de servir les intérêts des universités et des écoles qui sont nos premiers clients. C'est une petite particularité quand même, hein, parce que le fait est que normalement, un GIP, on met en commun des moyens, c'est-à-dire des établissements mettent en commun des moyens pour faire un objectif commun.
petit à petit, je vois sur Enater, petit à petit, ça s'est transformé, puisque petit à petit, on a basculé sur un mode SCSP, subvention d'État. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la subvention d'État est très, très, très majoritaire par rapport à ce que donnent les établissements qui sont membres du GIP. On a un peu inversé la chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des réflexions régulièrement, et des réflexions sur est-ce que le GIP, finalement, est devenu le bon véhicule pour Enater, puisque c'est financé quand même très, très majoritairement par l'État. Voilà. Après, moi je crois vraiment à la notion d'un GIP, ça peut naître, ça peut vivre et ça peut mourir. Hein. Il faut que ça garde ce côté un peu dynamique, parce que le GIP peut se transformer en autre chose. Voilà. Le GIP, c'est un truc qui est très léger au départ, pour démarrer la phase de ramp-up, hein, la phase de boot, super dans l'enthousiasme. Et puis après, peut-être que, de par le modèle économique et de par la croissance des missions, on se dise, ben non, finalement, le GIP n'est peut-être plus forcément le véhicule administratif adapté, il faut basculer sur autre chose. Voilà. Mais ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Juste un dernier mot sur la question des financements et de la gouvernance en fait, et du rôle de l'État et de France Université. C'est absolument primordial en fait, dans la conduite et dans la fixation des orientations. On a un projet en commun avec Boris qui est partage. Alors, en fait, au départ, on avait un projet en commun. Il y a un A de partage qui est un A AMU. Mais, et ça a été une volonté effectivement de France Université et de l'État de faire ce travail en commun. Bon, ça s'est assez vite arrêté du côté AMU, ça a prospéré du côté Renater. Mais voilà, donc on parlait d'aires de recoupement, de chevauchement. Parfois, effectivement, c'est l'État en fait, c'est l'État et enfin les tutelles qui créent en fait ces aires de recoupement. Oui, moi j'avais une remarque. En fait, je trouve le problème quand même, c'est que sur ce secteur-là, ça supposerait une capitalisation des structures beaucoup plus forte, parce que le problème, c'est quand même la capacité à investir. Ben oui. Et en fait, ça, c'est pas résolu, parce que subventionné par une subvention de charge de service public, ça n'est pas prendre en compte cet aspect de capitalisation. Comment en plus l'État ne fait pas non plus le choix de capitaliser les universités ou les grands organismes, parce que ça pourrait être la solution, c'est de capitaliser les établissements et de demander aux établissements de jouer un rôle aussi dans la capitalisation des structures partagées. Et moi je trouve d'une certaine façon, on n'a pas résolu ce problème-là, c'est-à-dire qu'on est dans un pilotage de l'investissement constamment par le bas. Donc c'est ça qui est quand même l'interrogation, moi me semble-t-il, importante. Hein. Il y a le problème des compétences, mais il y a le problème du modèle de financement. Comme en plus, par exemple, sur les universités, on ne leur permet pas de faire des emprunts, enfin, etc. Il n'y a pas de capitalisation, mais il n'y a pas de levier de l'emprunt. Et moi, je trouve que ce problème-là, il reste... et de fait, on sous-investit. Mais peut-être que ça, c'est aussi le reflet d'une gouvernance plus forte de notre ministère sur les sujets du numérique pour vraiment en avoir une vision plus consolidée, pour se projeter véritablement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a là quand même une question aussi. Sur le réseau, hein, on investit sur 10-15 ans. Hein, quand on fait des IRU, on devient quasi propriétaire de fibres. C'est des investissements à 10-15 ans. Le problème aussi, c'est que l'État peut avoir une vision à 10-15 ans. Sur des tours de table de GIP, il y a un tel turnover parfois. Il y a du turnover sur les structures politiques que je l'ai vécu dans mes jobs passés, par exemple au niveau régional. J'ai en l'espace de 2 mandats de directeur d'un labo, j'ai eu 3 présidents d'université devant moi, quoi. Et ça c'est quand même, pour s'inscrire dans la durée, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, à un moment donné, sur des investissements un peu lourds, sur 10-15 ans, malheureusement, je crois quand même que malheureusement, ou en tout cas, heureusement, aujourd'hui, l'État fait le job, hein, mais c'est aussi ça un peu le problème quand même. Quel est le président de fac qui va s'engager sur un investissement massif sur 15 ans sur une structure mutualisée en plus.
Donc ce sujet GIP, modèle d'affaires, business model, ça sera peut-être un sujet de la NCT avec Inocube. Donc peut-être vous aurez une étude sur cette chose-là, justement, parce qu'il y a un vrai modèle d'affaires à trouver pour rendre durable toute cette chose-là. Je vais vous remercier pour la qualité de cette table. Et merci pour les questions.